Bonsoir, bienvenue à la soirée de l'EPS numéro 3, saison 6. Ce soir, le yoga et l'EPS, une rencontre nécessaire. Le yoga se développe de plus en plus, près de 20% l'ont déjà pratiqué, majoritairement des urbains diplômés classe supérieure, classe moyenne supérieure et classe aisée. Les pratiquants, on pourrait dire plutôt les pratiquantes, 70% de femmes quand même, recherchent un bien-être, un équilibre, avec une forte sensibilité aux questions écologiques. Le yoga répond à un vrai besoin social. Les pratiquants et pratiquantes deviennent simultanément aussi des ambassadeurs. Très régulièrement, une fois qu'ils ont pratiqué le yoga, ils vont le conseiller à leur tour à des personnes qui vont pas bien aller, qui vont peut-être avoir besoin de se rééquilibrer ou alors qui doivent lutter contre l'accélération du temps. Lors des programmes 2019, dans les activités que l'on peut enseigner à l'école, le yoga apparaît. C'était un peu soudain. L'institution a proposé cette nouvelle activité sans vraiment grande consultation, sans travaux didactiques. On a été assez surpris. Sans doute que le yoga répond à un besoin important de la jeunesse, de bien-être, de mal-être au sein de l'école, à pas sous-estimer quand on voit le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont dans une situation réelle de mal-être scolaire ou plus globalement dans notre société. Mais nous ferons aussi un pas de côté sur le yoga avec nos invités en essayant de voir comment il répond à un usage politique qui nie finalement une dérive structurelle de la société sur le mal-être, laissant finalement l'individu responsable lui-même de devoir changer de cap, se rééquilibrer et donc être un petit peu coupable de cette non-équilibre, ou en tout cas de ce mal-être qu'il ressent en lui. On sera sur une analyse critique en lien avec la société capitaliste et plus globalement de ce glissement et ce dysfonctionnement que l'on peut observer. Cette soirée de l'EPS prend donc un temps de côté, d'analyse critique, mais aussi de regard sur les pratiques pour essayer de réfléchir à finalement, à partir de ce constat, quel type de yoga on peut proposer qui soit plus collectif et qui contribue à la transformation sociale. Sans plus attendre, un petit détour par l'actualité. Le SNEP-FSU et la profession étaient présents sur de multiples fronts lors de ce mois de novembre. Nous avons été abasourdis par les propositions de la Convention citoyenne concernant les temps de l'enfant. Coralie Bénèche, co-secrétaire générale du SNEP-FSU, interrogée sur France Info, est revenue sur les conclusions de la Convention. On peut partager certains constats, par exemple, de la Convention citoyenne, y compris sur la question de la réduction des effectifs. On sait que ça participe à la fatigue des enfants, mais en tout cas, ce n'est pas en diminuant le temps scolaire qu'on va diminuer les inégalités. Et il y a des choses à revoir dans le système scolaire, mais c'est sûrement pas à travers une liberté de choix et d'autonomie qu'on va diminuer ces inégalités-là et diminuer la fatigue des enfants. Dans les conclusions du rapport, pas un mot sur l'existence de l'EPS à l'école, ni sur le service public du sport scolaire, qui regroupe 1,2 million de licenciés, ou encore les sections sportives scolaires, pourtant vecteurs de lutte contre les inégalités dans l'accès à la culture sportive. Le modèle d'école proposé ici s'oppose à l'école émancipatrice et démocratique voulue par le SNEP-FSU. Moins de temps scolaire, moins d'exigences sont toujours défavorables aux enfants issus des milieux populaires. Au-delà des apprentissages des élèves, le rapport ne propose, ni plus ni moins, qu'une disparition de l'EPS obligatoire et une animation sportive faite par des intervenants ou intervenantes extérieures, prenant le risque, ainsi, d'une rupture dramatique de l'unité du service public d'éducation. Du 17 au 21 novembre s'est déroulée la semaine de l'EPS. De nombreux événements ont été organisés dans toute la France, dont des journées de l'EPS et des stages à destination des collègues. L'occasion de partager des pratiques, de l'EPS pour de vrai, de débattre de nos métiers en analysant les conséquences des réformes et en discutant des programmes alternatifs proposés par le SNEP-FSU. Du 18 au 20 novembre, s'est tenu le Salon des maires de France, où le SNEP-FSU a non seulement tenu un stand, mais aussi animé une conférence, diffusant ainsi notre expertise sur la construction et la rénovation des équipements sportifs. Le SNEP-FSU était bien entendu présent les 22 et 25 novembre lors des actions dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, pour réclamer un plan d'urgence national et des politiques publiques promouvant la prévention, la protection et la solidarité vis-à-vis des victimes et mettant fin à l'impunité des agresseurs. Enfin, hier, mardi 2 décembre, plusieurs centaines de milliers de personnes se sont mises en grève et ont manifesté pour lutter contre l'injustice budgétaire et pour réclamer des salaires décents dans la fonction publique.
En effet, le SNEP FSU a chiffré à 266,5 millions les recrutements nécessaires pour mettre en place 4 heures de PS de la 5e à la 3e dans les établissements publics, alors que les aides de l'État aux grandes entreprises sont estimées à 211 milliards d'euros en 2023, et cela sans suivi, sans condition des contreparties. La justice sociale ne pourra se faire sans justice fiscale. Le combat n'est pas terminé, et nous devons collectivement peser pour obtenir gain de cause. Alors le yoga et le PS, une rencontre nécessaire. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons 4 invités. Je vais commencer par Mélie Fraisse qui est en ligne. Bonsoir Mélie Fraisse. Alors Mélie Fraisse, elle est maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse. Elle a réalisé plusieurs articles, mais dont un qui doit attirer particulièrement notre attention, où tu reviendras tout à l'heure dessus. Je ne rentre pas plus dans les détails. Nous avons sur le plateau avec nous ici au SNEP à Paris 3 invités. Je commence par Zineb Fassi. Bonsoir Zineb, merci beaucoup d'être présente. Donc tu es professeur de yoga et tu as réalisé un livre, on pourrait dire critique, sur la dynamique aujourd'hui du capitalisme, le néolibéralisme, comment il s'empare du yoga. Et ton ouvrage, le yoga, nouvel esprit du capitalisme, et tu nous en parleras un peu plus sur cet usage qui est fait du yoga et sur les glissements qui s'opèrent. Bruno Hilton, professeur en STAPS, professeur de PS, qui est un des précurseurs du yoga depuis très longtemps. Tu as travaillé avec le centre EPS Société aussi sur le numéro spécial yoga, un dossier coordonné par Bonsoir Christian Couturier, qui est présent aussi sur le yoga, un dossier spécial qu'on a réalisé le centre EPS Société il y a maintenant 3 ans, me semble-t-il, où on a commencé à réfléchir au moment où il est introduit à la question des programmes, sur son usage, pourquoi le yoga à l'école, et tu reviendras au cours de cette soirée sur ce numéro-là. Alors, Zineb, je voudrais commencer par toi parce que ce yoga, pratique ancestrale quand même, c'est pas une jeune pratique, c'est pas une pratique nouvelle. C'est vrai que parfois certains peuvent dire on fait une pratique nouvelle, le yoga, ça fait doucement sourire dans le monde de l'école. Il prend une place de plus en plus importante dans la société. Je suis venu en début de cette présentation, je donnais quelques chiffres sur la place qu'il prend. 20% des pratiquants et pratiquantes, on pourrait dire, puisque beaucoup de femmes représentent le cœur même de ces pratiquantes dans la société. Le développement de cette pratique, est-ce que tu peux nous dire, nous resituer à quel moment il y a eu ce boom? Est-ce qu'il y a eu un boom, une progression régulière? Est-ce que tu peux revenir un peu sur son évolution, son entrée voilà. Oui, bien sûr. Pour faire un peu rapide, effectivement, le yoga, c'est une pratique qui est plurimillénaire. On estime qu'elle est née il y a 2500 ans à peu près sur le sous-continent indien. Je vais pas vous refaire toute l'histoire du yoga. On va sauter à la fin du 19e siècle. On a une première arrivée du yoga en Occident, donc aux États-Unis et en Europe. Mais à ce moment-là, le yoga, il est encore associé à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du magique. Donc ça va être plutôt associé à des pratiques d'hypnose, pas du tout associé à des pratiques corporelles, encore moins sportives. Et on va avoir un deuxième boom du yoga qui est encore relativement marginal dans les années 60-70, on va dire un peu dans la contre-culture hippie, où là on voit effectivement se développer à la fois cette pratique, on va chercher des états de conscience modifiés et en même temps une pratique corporelle, physique qui commence à se rapprocher un peu plus, on va dire, d'une forme de gymnastique, en tout cas en apparence, vu de l'extérieur. Puis il va y avoir un vrai boom du yoga, une sorte de vraie démocratisation, plutôt dans les années 90, notamment aux États-Unis, et ça arrive un peu plus tard chez nous en France, je dirais début des années 2000, et c'est pas mal poussé notamment par Hollywood. Donc il y a plein de stars qui se mettent à pratiquer le yoga, Sting, Madonna, Alicia Keys, etc. Et ça rend cette pratique du coup, et c'est associé vraiment à une forme de fitness. Madonna va parler vraiment du yoga body, donc le corps très fin, des muscles affinés, longilignes, etc. Ça correspond aussi à tout un tas d'idéaux de esthétique de l'époque. Et j'imagine qu'il y a un dernier boom qui est vraiment lié à la pandémie de Covid, donc en 2020, où il y a eu vraiment un essor sans précédent, il me semble, du yoga. J'imagine notamment du fait de sa facilité à être pratiqué un peu partout, un gros essor du yoga en ligne, et aussi de cette quête aussi de mieux-être qui a probablement émergé du fait des confinements successifs. Merci. Alors Bruno Hilton, toi tu es professeur en STAPS à Nancy. Dans l'article auquel je faisais référence, l'un des articles du dossier en ligne contre-pied, d'ailleurs, vous l'avez déjà partagé dans le chat et on le mettra aussi en lien sur les réseaux sociaux.
Tu disais, je prends une de tes citations, le yoga moderne est sans lien avec le yoga ancien, à part le mot yoga. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, la citation n'est pas de moi, elle est de Michel Angot, qui est un indianiste qui est décédé il y a un an maintenant, et qui était prof au Collège de France, INALCO, enfin, etc., et qui était venu au DU Yoga Santé de Nancy. Et là, il nous a effectivement fait un raccourci un petit peu épistémologique et historique du yoga, où il dit que finalement, le yoga des origines, c'était un yoga qui était complètement centré sur le rapprochement avec le divin, sur qu'il y avait une origine incontestablement religieuse du yoga indien il y a 2500 ans, mais que, pour autant, le yoga tel qu'il se pratique couramment maintenant dans les salles de yoga, les cours, etc., quelles que soient les fédérations, quelles que soient à quelques exceptions près, quelles que soient les salles ou les écoles de yoga, les écoles privées de yoga aussi, ce yoga-là, est déconnecté, il s'est laïcisé, il s'est en grande partie recentré sur le corps, sur les respirations qui vont avec, et puis accessoirement quelques méditations, c'est rapide, hein, quelques méditations, quelques relaxations, et techniques annexes qui peuvent être des chants, qui peuvent être qui sera à la limite ce qui se rapproche encore le plus historiquement du yoga ancien. Pour autant, ça n'est plus le même enjeu, ce ne sont plus les mêmes pratiques. Là, on est sur une autre planète en quelque sorte. Et lui a dit, ce n'est pas, à part le mot yoga, finalement, on parle de choses complètement différentes. D'accord. Et alors, est-ce que tu as des éléments qui peuvent expliquer cette évolution du yoga que vient de décrire Zineb? On va dire plutôt sur la deuxième partie de son évolution. Comment on peut expliquer que autant de personnes se tournent vers l'activité yoga, et encore plus récemment, effectivement, post-Covid? Alors, le premier élément de réponse, c'est peut-être Freud, c'est malaise dans la civilisation, peut-être, hein, c'est une première hypothèse. Et puis ensuite, il y a eu une volonté aussi de diffusion du yoga par certains swamis, c'est-à-dire les gourous, on va dire, indiens, qui ont formé des occidentaux, et qui ensuite, parfois eux-mêmes, sont partis prêcher le vendre le yoga, entre guillemets, essayer de le diffuser, dans une perspective, alors, à l'origine spirituelle pour certains, pour les premiers, fin 19e, et puis pour d'autres par la suite, surtout au 20e, aussi, c'était simplement des écoles de yoga qui cherchaient à diffuser le yoga et à apporter le yoga au monde, on va le formuler un peu comme ça. Mais ce yoga-là n'est pas un yoga purement et uniquement indien. C'est-à-dire que c'est une hybridation. Il y a eu aussi, contrairement, alors au risque de peut-être décevoir certains qui imaginent un yoga qui est venu du fond des âges inchangé, il y a eu une hybridation. Par exemple, les soldats anglais qui s'entraînaient en Inde à l'époque de la colonisation ont influencé par leur mode d'entraînement certains concepteurs du yoga indien. Donc c'est-à-dire que il y a peut-être une petite partie du yoga qui vient d'Occident. Dans ton livre, il y a toute une partie, hein, tu reviens vraiment sur toute l'histoire du yoga, ce que vient de décrire aussi Bruno, hein, par l'influence aussi des colons anglais qui par leur pratique, finalement en retour aussi influencé la pratique du yoga. Est-ce que tu voulais... Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est surtout les travaux de Mark Singleton, donc c'est un chercheur, un historien anglais qui a beaucoup mis en lumière en fait cette dimension d'hybridation au 19e siècle et début du 20e, mais je voulais parler aussi dans les années 90. En fait, on assiste aussi à un vrai tournant, donc 1990, on assiste aussi à un vrai tournant qu'on pourrait décrire comme une fitnessisation du yoga. Le yoga, son deuxième foyer de mondialisation, c'est les États-Unis, et notamment la côte ouest des États-Unis. Et il va y avoir aussi beaucoup d'hybridation avec la culture fitness qui va émerger dans les années 80-90, notamment aux États-Unis. Et les yogas qu'on va beaucoup voir pratiquer aujourd'hui dans des studios, pas ceux qui sont arrivés dans les années 60-70, mais ceux qui sont arrivés un peu plus tardivement dans ce second boom, vont être fortement hybridés avec des pratiques de fitness. Et je pense qu'aussi, une des raisons de son succès,
et ben c'est finalement cette dimension très posturale aussi, parce que son entrée au début peut-être plus spirituelle justement ou plus philosophique entre guillemets rend les choses plus difficiles d'accès. Là où quand ça devient une pratique qui est essentiellement centrée sur la pratique corporelle physique, et ben c'est une porte d'entrée beaucoup plus simple pour un plus grand nombre. Donc cette démocratisation pour moi du yoga, elle s'explique aussi par cette transformation quelque part, ou en tout cas cette mise en avant de la dimension posturale et corporelle du yoga, avec derrière quand même un petit fond de effectivement quête de liberté, de bonheur, enfin peu importe les termes qui vont être ensuite mis derrière cette quête qui va au-delà, on va dire, de la dimension strictement posturale. Il y a un imaginaire derrière le yoga, on va pas au yoga comme on va, je sais pas moi, au badminton ou même au pilates, quoi, pour donner un exemple. Alors, si tu veux bien, on va un peu pousser cette réflexion justement, puisque ton livre se nomme Yoga, nouvel esprit du capitalisme, et donc tu fais référence aux travaux de Boltanski et Chapelleau, dans leur livre qui s'appelait Le nouvel esprit du capitalisme, où ils montraient comment cette idée l'idée, on va dire, de néolibéralisme utilisait finalement les idées critiques pour alimenter lui-même le capitalisme. Et dans un article que tu fais, puisque tu fais quand même de nombreux podcasts, on en partagera quelques-uns à nos auditeurs ce soir pour qu'ils puissent prolonger l'écoute, s'ils veulent approfondir aussi. Bien sûr qu'ils peuvent aussi se procurer ton livre pour prendre le temps d'approfondir pleinement le développement de tes idées. Mais dans un podcast Vent debout où Clotilde Sauvage t'interviewe, tu dis le yoga moderne est dépolitisant, car la suprématie du psychologique sur le politique fait porter sur l'individu la responsabilité de composer avec les exigences du capitalisme, plutôt que de l'inviter à porter une analyse critique et structurelle sur ce qu'il faudrait changer. La critique est dure quand même. La critique est dure, mais qui aime bien châtie bien. Non, mais je m'inspire de plusieurs travaux pour avancer cette hypothèse, mais en tout cas, ça vient avant tout d'une expérience personnelle. C'est-à-dire que je me suis pas dit un jour que j'allais écrire un livre comme ça pour critiquer le yoga, mais c'est parce que dans les milieux dans lesquels j'évoluais, j'observais effectivement que la politique, même pas au sens politicien, mais au sens vie de la cité, était presque un gros mot. Que par exemple parler de grève ou de, je sais pas, de manifestations, etc. C'était vraiment être dans le monde grossier, matériel. C'est quelque chose qui était assez rejeté. Et en même temps, c'est des espaces où on va entendre beaucoup de discours qui visent à une forme de transformation du monde. Mais cette transformation du monde, elle passe pas par une organisation collective, elle passe par une transformation individuelle. Et moi, j'ai un bagage en sciences politiques, donc c'est vrai que j'étais un peu mal à l'aise vis-à-vis de ces constats-là qui étaient faits, en tout cas de ces discours-là qui étaient faits, et c'est ce qui m'a poussé un peu à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mon obsession, c'était comment on en est arrivé là. Et du coup, par ce cheminement à travers mon ouvrage, effectivement, j'ai pu m'appuyer sur les travaux de Boltanski et Chapelleau qui avancent cette idée que effectivement le capitalisme va se nourrir de la critique des années 60-70 pour finalement l'absorber et la réutiliser. Et c'est vrai que le yoga, il a évolué au même endroit finalement que après la Silicon Valley, mais finalement on arrive à un endroit dans les années, justement en Californie, où on va voir des anciens hippies se transformer en nouveaux entrepreneurs de la tech, par exemple. Et l'exemple un peu emblématique, c'est Steve Jobs. Qui, du coup, un des cofondateurs d'Apple, qui va par exemple dire que s'il a créé des produits qui étaient aussi bien marketés que les siens, c'était grâce à sa pratique du bouddhisme zen et aussi grâce à sa prise de psychotropes. Donc, en gros, c'est vraiment comment est-ce que par ces pratiques qui initialement sont censées nous emmener en dehors de ce système finalement de consommation, ou en tout cas qui sont en dehors de ce système de consommation, elles vont être réutilisées quelque part pour alimenter ce même système de consommation ou être mises au service de ce même système de consommation, de production, etc. Et moi, je pense que le yoga, il peut être dépolitisant, mais la conséquence, c'est que c'est très politique. C'est-à-dire que si on passe notre temps à nous dire c'est à moi de me changer moi-même, et quand tu as fait ton introduction sur le mal-être à l'école, évidemment que ça a fait tilt, j'avais jamais fait le rapprochement, mais on sait qu'il y a des problèmes structurels dans l'éducation nationale, je pense que je vous apprends rien, je suis pas professeure moi-même, et se dire ok, est-ce qu'on met du yoga finalement pour faire porter aux élèves la responsabilité de leur mieux-être. J'ai une journaliste, quand mon livre est sorti, j'ai une journaliste qui m'a dit ma rédaction va proposer des cours de yoga bientôt, est-ce que je dois m'inquiéter?
Oui, la réponse est souvent oui. Voilà, donc cette question de la dépolitisation, elle est aussi très politique. Et si le yoga n'est pas intrinsèquement dépolitisant, il peut le devenir quand il est utilisé justement à la place de questionnements plus structurels, quand il vient essayer de faire le pansement sur ces questions-là et de dire aux gens, méditez plus si vous n'allez pas bien, méditez plus, respirez plus, voilà, faites des salutations au soleil. Bruno. Il y a maintenant en ligne des formations payantes chères sur comment devenir un bon manager avec le yoga. C'est une information, si les collègues UPS sont intéressés, voilà. Bon, alors, ici, dans SNEP, Syndicat national de l'éducation physique, maison de l'éducation physique et sportive, bien entendu que le discours politique, être en manifestation, comme tu as pu le voir tout de suite sur l'actu de l'EPS, fait partie finalement de notre, on va dire, de notre culture. Mais Christian, presque j'ai envie de dire, quand j'écoute Zineb Fassi, elle est en train de proposer une concurrence au syndicalisme avec un yoga politique, là. C'est-à-dire, ça résonne pour toi, syndicaliste, de réfléchir à faire prendre conscience chez les individus que la situation dans laquelle ils sont ne dépend pas que d'eux-mêmes, mais d'une dimension structurelle. D'abord, du coup, je me dis peut-être qu'il faudrait que quand même certains syndicalistes fassent un peu de yoga, ça leur ferait pas mal de bien. Non, mais je crois que ça a été parfaitement décrit. Moi, je replace tout ça dans le grand contexte du CARE, de tout ce développement-là, autour de l'idée de prendre soin de soi, etc., dans une société qui va de plus en plus mal, de plus en plus violente, de plus en plus agressive. Et donc, du point de vue de son développement, c'est évident que le capitalisme y a intérêt, parce que ça pousse vers une forme d'individualisme. Enfin, pas que ces activités-là, mais toutes celles qui sont dans ce grand mouvement vers une sorte d'individualisme et pousse à l'idée que finalement la solution est en moi, quoi. C'est-à-dire c'est en moi que je dois rechercher la solution pour changer les difficultés dans lesquelles je vis. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire oui, ça peut concurrencer le syndicalisme, parce que nous, évidemment, on prône le contraire. On pense que les solutions, si elles adviennent, elles seront forcément collectives. Et elles seront par des prises de conscience d'eux. Bon, le raccourci et la formule, je ne sais pas si elle restera dans l'histoire, mais en tout cas, oui, voilà, si on analyse les grands, enfin, en termes politiques et en termes de contexte, c'est sûr que toutes ces activités-là vont un peu dans ce sens-là aujourd'hui. C'est pas pour rien que ça devient des choses. Je disais tout à l'heure en aparté que chez moi, dans mon petit village, je veux dire, à côté de Montpellier. La quantité de propositions qui vont du yoga jusqu'au pilates, en passant par toute forme de gym dite douce, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Sur un village, une petite ville de 5000 habitants, c'est considérable. On vit quand même une période où on constate un effritement, on va dire, des grandes dimensions collectives de la société. Il y a un sociologue, on pourrait dire, sur les questions de santé ou plus généralement, Alain Ehrenberg, il disait... On est dans une situation de la fatigue d'être soi. C'est-à-dire que finalement, on est responsable de son portefeuille de compétences, de son bien-être, de son devenir. Et alors, Zineb Fassi, dans ton ouvrage, et puis dans des débats où tu participes, c'est vrai qu'il y a une expression qui est choquante, parce que tu racontes que finalement, un certain nombre de personnes, quand elles sont dans un mal-être, une situation où on doit changer pour mieux se rééquilibrer, ils doivent travailler et créer une meilleure version de soi-même. Et je trouve cette façon de concevoir le yoga qui est quand même dure pour l'individu qui serait soudainement sommé de devoir se transformer par lui-même pour créer une meilleure version de soi-même, sachant que globalement, il serait responsable de la mauvaise version dans laquelle il est actuellement. Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux aussi, où Instagram, c'est vraiment une des plateformes. Alors maintenant TikTok, mais moi je suis un peu trop âgée pour TikTok. Mais en tout cas, Instagram, c'est un des vecteurs, en tout cas, on va dire, principaux de démocratisation, popularisation du yoga. Il y a plein de profs de yoga sur Instagram, des cours de yoga, enfin bref, tout un tas de choses qui se passent sur Instagram. Et c'est un peu là où j'ai vu émerger aussi cette espèce de popularisation aussi de concepts qui sont issus du développement personnel et qui viennent se croiser avec l'environnement du yoga. Ils ont des racines communes, donc le yoga et le développement personnel ont des racines historiques communes en termes de popularisation en Occident.
Et effectivement, il y a vraiment cette idée que, à force de morning routine, donc de petites routines matinales bien léchées, en général assez esthétiques, on va pouvoir finalement accéder à une vie meilleure. Donc il y a l'idée qu'une vie meilleure, c'est juste une bonne organisation. Et des sortes voilà de pratiques bien-être qui vont se succéder les unes aux autres, que ce soit le yoga, le fait, je sais pas moi, d'écrire des journaux de gratitude, etc. Moi, je pratique le yoga, hein, donc c'est pas du tout une pratique que je méprise ou que je considère comme voilà accessoire ou pas bénéfique, bien au contraire. Mais on oublie finalement derrière ça de dire qui a le temps de pratiquer le yoga le matin, qui a l'argent de pratiquer le yoga, qui a la possibilité aussi, voilà, d'avoir accès, je sais pas moi, à cette fameuse morning routine. Moi, je suis devenue maman il y a 3 ans. Clairement, ma pratique du yoga, elle en a pris un sacré coup. Voilà, donc c'est aussi cette occultation des réalités matérielles de chacun, chacune, qui font que, bah oui, en fait, en théorie, si on pouvait tous se lever le matin, avoir 1 heure et demie devant soi pour s'adonner à une pratique bien-être, oui, c'est sûr que probablement que notre quotidien serait un peu transformé, mais on oublie de dire qui peut vraiment faire ça, quoi, entre autres. Merci Zineb. Alors, il y a Mélifresse qui nous écoute sagement depuis tout à l'heure en ligne, mais je pensais notamment quand tu faisais référence à la question scolaire que j'évoquais sur le mal-être à l'école. Bon, ces travaux ont notamment regardé plus précisément le développement du yoga à l'école. Sans doute tout ce qu'on raconte depuis le début, Mélifresse, ça résonne pour toi. Je rappelle que tu es maîtresse de conférence à Toulouse. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ce début de soirée? Oui, oui, oui. Bon, ben, je confirme hein, tous les propos qui ont été échangés depuis le début. Et je voulais aussi revenir aux commentaires qu'il y a dans le chat. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de diplôme reconnu par l'État aussi, c'est une des raisons pour lesquelles cette pratique a particulièrement bien fonctionné. Contrairement à d'autres pratiques qui sont véhiculées un petit peu dans la même époque, je pense notamment aux gymnastiques méditatives d'origine asiatique, comme le Qigong ou le Tai Chi, qui, elles, ont été un petit peu plus institutionnalisées avec des diplômes reconnus par l'État et où du coup, on va dire que le fourmillement de pratiques proposées a été un petit peu plus encadré. Là où pour le yoga, finalement, on a eu ce qu'on appelle le branding, quoi. Donc on a le yoga du froid, le yoga du chaud, le yoga de la femme enceinte, qui a participé aussi à ce que finalement chacun puisse mettre un petit peu ce qu'il veut derrière le yoga. Voilà. Donc, effectivement, hein, le manque de diplôme reconnu par l'État, qui est vraiment, moi, dans mes études, hein, c'est vraiment quelque chose qui est revendiqué par on va dire, enfin, par la profession. Oui, par la plupart, en fait, des grandes lignées, on va dire, de yoga, en tout cas en France, hein. C'est de ne pas institutionnaliser le yoga, même s'il y a quelques avancées actuelles là-dessus. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le yoga à l'école, eh ben, en tout cas, moi, là où j'ai travaillé, c'était à l'école primaire, hein, c'est vraiment employé à des fins de normalisation. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire effectivement dans une logique d'individualisation des sociétés contemporaines. C'est depuis tout petit, on essaye d'apprendre à l'individu et à l'enfant depuis tout petit que c'est au fond de lui qu'il va trouver les solutions et que l'école est de moins en moins là pour réduire des inégalités structurelles. Donc, en gros, l'échec scolaire, de plus en plus, est travaillé comme quelque chose qui serait interne à l'individu, et l'école, elle n'est plus là pour réduire, hein, je le redis, des inégalités structurelles, mais pour apprendre à l'individu à trouver en lui-même des solutions. Et très clairement, le yoga, notamment à l'école primaire, est envisagé dans ce but, donc à des fins de normalisation des élèves. 2 objectifs principaux, hein, donc canaliser les élèves déjà, les mettre dans de bonnes dispositions pour les apprentissages scolaires. Donc ça, c'était les deux grands objectifs. Et bien évidemment, donc, à l'aide de contenus particuliers, hein, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tout le yoga, donc déjà on évacue les références à la spiritualité, bien évidemment, mais c'est principalement ce que disait Zineb, hein, donc les exercices respiratoires, des étirements et de la relaxation, et enfin les postures pour les plus grandes classes, notamment à partir du CM2. Voilà. Donc,
À l'école, de toute façon, ça suit hein, le yoga d'une façon générale dans la société. Donc, en fait, on n'est pas loin de ce que moi j'ai observé chez les pratiquants et les pratiquantes plus classiques de yoga. On est dans des dimensions presque d'optimisation, en fait. Hmm. Alors, avant de glisser complètement sur la question du yoga à l'école, je vous propose de faire un dernier petit détour par le yoga de la société et de revenir sur le dernier chapitre de ton livre, parce que quand même, il m'a marqué du point de vue de jusqu'où va cette logique-là que tu décrivais aux États-Unis, notamment avec ce développement de ce courant de New Age que j'ai découvert à travers la lecture et la préparation de cette soirée. Est-ce que tu peux nous dire, alors je précise quand même pour nos auditeurs, on ne va pas faire une soirée que à charge contre le yoga, on a autour de la table des gens qui sont passionnés de yoga, professeurs de yoga, donc c'est un peu comme c'est un peu comme si on faisait une soirée sur le sport, hein, où on aurait un regard critique sur le sport capitaliste, ses dérives, une critique forte du dopage, mais on aurait aussi des propositions alternatives sur un sport qui soit émancipateur, qui soit un lien entre les individus. Donc là, on continue un petit peu sur un regard critique. Est-ce que tu peux nous dire comment finalement le yoga est utilisé comme un des éléments de cette, alors je ne sais pas si on peut l'appeler une philosophie ou ce courant politique plutôt maintenant, du New Age qui tend à se développer de plus en plus, et y compris en France et sur le continent européen, quoi. Oui, avant ça, je vais juste revenir sur la question de l'optimisation, Oui. parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour mon livre, ça me fait penser à la question de l'entreprise et de la présence du yoga en entreprise, et on retrouve vraiment cette même continuité sur la présence du yoga à l'école, où une sociologue des religions qui s'appelle Caroline Chen, qui est américaine, elle va dans un livre qui s'appelle Work, Pray, Code, donc travailler, prier, coder. Elle s'intéresse à des entreprises de la Silicon Valley, et elle montre comment le yoga est finalement utilisé par des cadres sup de la Silicon Valley comme un moyen d'être plus productif au travail. Au début, elle se dit je vais faire mon terrain sur la religion principale en Californie. Elle se dit c'est le yoga. Puis elle va dans des studios de yoga et elle se rend compte que les gens dans les studios de yoga, ils pratiquent le yoga pour être plus productifs au travail. Et donc elle se dit oui, en fait la vraie religion c'est pas le yoga, c'est le travail. Et donc du coup elle va faire son enquête sur le travail. Et le cas emblématique de tout ça dont je parle dans mon livre, c'est le cas de l'entreprise Amazon, qui va proposer dans ses entrepôts qui ont des conditions de travail voilà, que tout le monde connaît, absolument affreuses, des cabines qu'ils ont appelées Amazon, et dans lesquelles les employés sont invités à faire des pauses. Employés qui parfois n'ont pas le temps d'aller aux toilettes, de faire des pauses pour aller aux toilettes, sont invités à aller recharger les batteries en méditant, en faisant des exercices de respiration, en répétant des phrases positives. Donc on voit bien à quel point cette logique d'optimisation, elle est vraiment présente dans le yoga tel qu'il va être instrumentalisé dans certaines institutions. Et pour revenir au New Age, c'est un peu difficile, on est toujours un peu mal à l'aise, enfin pas mal à l'aise, mais mis en difficulté quand on parle de New Age, parce que c'est quelque chose de très nébuleux. Mais on va dire que ça fait partie un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux mouvements religieux, donc des nouvelles formes de religiosité qui vont se développer en dehors des grandes religions institutionnalisées. Et le New Age, il va un peu prendre forme ou s'affirmer, on va dire, dans les années 60-70, autour d'une prophétie qui annonce l'avènement d'un nouvel âge, donc le New Age. Et cet avènement d'un nouvel âge, elle est fondée sur une prophétie très avec des accents cosmiques. On va changer d'ère astrologique, on va passer dans l'ère du Verseau, si vous n'étiez pas au courant. Et l'ère du Verseau, par rapport à l'ère à laquelle on habite aujourd'hui, qui est l'ère du Poisson, est une ère d'harmonie collective, une ère de paix. Donc c'est quelque chose qui est très, si vous avez regardé la comédie musicale Hair, donc qui est assez connue, et ben voilà, il y a une chanson qui s'appelle Aquarius Age et qui parle de l'âge du Verseau ou de l'ère du Verseau, mais en gros, c'est tout un tas. Le New Age aujourd'hui, c'est présent partout. En fait, vous rentrez dans n'importe quel relais de gare ou dans n'importe quel kiosque, il y a une profusion en fait de titres aujourd'hui, développement personnel. Ça va recouvrir des pratiques, je sais pas moi, comme la lithothérapie, l'astrologie, le yoga peut aussi avoir une base, on va dire un peu New Age. Et c'est un mélange en fait à la fois de pratiques et de croyances occidentales, matinées en général d'éléments qui ont été cherchés dans des religions, on va dire, non occidentales. Donc il y a une forte appétence notamment envers les pratiques et les religions notamment asiatiques, mais aussi chamaniques. Et
La particularité du New Age, c'est justement que cette ère de transformation collective, eh ben, elle va pas se faire par des biais justement d'organisation politique ou par un changement socio, on va dire économique, mais plutôt par la transformation de l'individu. Donc il y a tout un tas de théories ésotériques qui vont pousser l'individu à s'améliorer par le biais de tout un tas de pratiques qui par ailleurs sont généralement accessibles par la consommation, que ce soit des biens ou des services. Et l'idée, c'est un peu cette idée de si on s'améliore, si on est de mieux en mieux, si on va de mieux en mieux, quelque part par une espèce d'effet de ruissellement ou de halo, ça va améliorer la société dans son ensemble. Et voilà. Et aujourd'hui, le New Age est vraiment, une fois qu'on a porté, qu'on met les lunettes et qu'on regarde, voilà, qu'on sait ce que c'est que le New Age, en fait, on le voit, voilà, vraiment, vraiment partout. Et le pendant de ça, c'est que le New Age va venir aussi cibler les individus qui ne seront pas capables de se rééquilibrer soi-même pour lutter contre les inégalités qu'ils sont eux-mêmes victimes. Et donc ça peut aussi alimenter des thèses aujourd'hui de l'extrême droite et assez fascisantes, on pourrait dire. Bah, le New Age, c'est très très hétéroclite. Il n'y a pas voilà, il y a pas d'autorité institutionnalisée, donc c'est très difficile de caractériser le New Age de manière générale. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut voir des rapprochements avec des théories très... En fait, il y a une dimension parfois très réactionnaire et très essentialisante dans certains courants du New Age qui vont être très proches, en fait, des théories, on va dire, libertariennes, par exemple, américaines, avec un individu qui est roi, qui doit se prendre en charge, et avec une espèce d'idéalisation aussi complète de la nature, avec un grand N, avec ce qui serait naturel et ce qui serait pas naturel. Donc voilà, donc oui, effectivement, ça va tirer aussi parfois vers ces zones-là, et c'est quelque chose qui a été particulièrement mis en lumière pendant justement la pandémie de Covid, où les questions notamment de la santé, ou les questions de la souveraineté corporelle, c'est les termes qui vont être utilisés beaucoup dans les milieux New Age, vont être mis en avant par cette question de la santé publique, voilà, que le Covid va mettre, enfin voilà, va faire cristalliser. Mais c'est vrai que c'est en tout cas un mouvement qui me semble peut être très dépolitisant parce que, et encore une fois, c'est quelque chose de politique, mais en tout cas qui va retirer de la sphère politique, de la sphère collective, des enjeux qui, effectivement, à mon sens, ne peuvent être traités que de manière politique et collective. Bruno, cette dimension individuelle, collective. Alors justement, je trouve que je vais cibler un danger, enfin zoomer sur un danger qui a déjà été un peu évoqué. C'est-à-dire que face aux difficultés de la vie, alors boucler les fins de mois, le harcèlement du patron, du conjoint, de qui on veut, ces choses compliquées qui font que beaucoup de gens vivent des situations très très difficiles finalement, bah, le yoga c'est une magnifique trousse à outils, il faut le reconnaître, efficace qui plus est. Donc petite méditation d'acceptation pour faire passer la pilule. Il y a un principe de vie dans le yoga, il y a des principes moraux dans le yoga. Bah, le contentement, plutôt voir le bon côté des choses que le mauvais côté des choses. Aussi une dimension où si un yoga pas forcément bien compris ou bien enseigné peut arriver à un hyper-contrôle, c'est-à-dire une répression des émotions, etc. Et quand on parle de l'école avec Mélie Fraisse tout à l'heure, de l'école primaire, maternelle, primaire du premier degré, ce que je vois dans des mémoires ou des lectures sur ce terrain-là, c'est améliorer le climat de classe. Mais alors, on en a jusque-là du climat de classe, hein, parce que, et c'est le yoga, c'est la panacée pour améliorer le climat de classe. Et donc, je trouve que toutes ces petites choses que j'évoque, et bien d'autres, poussent dans un sens qui est l'annihilation progressive de la capacité d'indignation. C'est-à-dire que finalement, on va fabriquer des gens bien polissés, bien lissés, et Stéphane Hessel, il peut les se rhabiller. Hein. Indignez-vous. Alors, avant de rentrer sur la question du yoga à l'école et reprendre un peu la discussion avec Mélie Fraisse sur la normalisation des comportements, l'usage du yoga à cette fin-là, un petit détour par notre chronique, l'écho des luttes, en cette journée du sport scolaire où de nombreux collègues étaient dans les crosses. Mais là, regardons un peu plus dans un autre endroit de la France. Salut tout le monde. Ce soir, je vous emmène dans l'académie de Normandie. Les collègues s'y sont mobilisés une année pour l'UNSS et ils ont gagné. Alors en septembre 2024, l'ensemble de la profession apprend qu'on va perdre des IMP de corps de UNSS. 16.
La rectrice a également fait le choix de réduire le nombre d'IMP alloués aux coordonnateurs du NSS ici présents et de diminuer les HSE heures supplémentaires. Ça a été vraiment un tollé dans beaucoup d'AG départementales dès la rentrée, ce qui a permis de rentrer en action très vite. Des pétitions qui se sont mises en place très vite, et puis on a interpellé les DAZEN, la rectrice tout de suite. On a fait appel à la presse sur tous les crosses départementaux ou même sur les districts dès le début de l'année. Destruction de l'UNSS, il faut que ça cesse. C'est ce que l'on pouvait lire sur les t-shirts d'une cinquantaine de professeurs d'EPS pendant le Cross du Havre. Déjà sur les 16, on en a regagné 8 tout de suite. La lutte avait bien commencé. Il fallait ensuite s'organiser pour continuer à faire monter le rapport de force, tout en assurant la survie de l'UNSS pour rechercher des soutiens. Le manque d'IMP a été dispatché sur l'ensemble des départements. Et oui, effectivement, il y a des coordos qui ont décidé de continuer à faire leur boulot en étant un peu moins payés. D'autres ont décidé de démissionner. Alors, le boulot était fait, mais il n'y avait plus de coordos officiels. Et le boulot était réparti. Je peux vous annoncer au mois de septembre que cette rémunération va encore baisser et qu'elle le baissera encore par les années futures pour le même travail. On a trouvé que c'était vraiment un manque de reconnaissance et voilà, le travail on le fait quand même, on essaie de le faire le mieux possible pour les élèves, hein, c'est pas pour nous. Ces 8-là, ils nous avaient dit que de toute façon, ils ne changeraient rien et que l'année prochaine, il y aurait des nouvelles coupes et que ça, c'était que le début. Donc c'est ça aussi qui a mobilisé les collègues, c'est si on lâche cette année, l'année prochaine, ce sera encore pire. On a eu des parlementaires qui nous ont aidés en écrivant à la rectrice, puis on a tenu ça tout au long de l'année, on a gardé une pression. Le combat ne fait que commencer pour protéger et sauvegarder le sport scolaire. Et finalement, on a eu gain de cause à la fin de l'année, en juin. Donc sur les luttes, oui, la nôtre, elle a payé au bout d'un an, donc comme quoi il ne faut rien lâcher. Et c'est collectivement qu'on a réussi à tenir, parce que quand il y en a certains qui baissaient les bras, d'autres tenaient, et inversement. Et donc voilà, c'est le collectif qui joue sur la durée, ne lâchons rien, soyons ensemble. En 2019, on voit apparaître le yoga dans les programmes scolaires. Bon, il était déjà dans les pratiques scolaires, mais peut-être certains le braconnaient, sans trop le dire à l'institution. Bruno, Don et Christian Coutuet, est-ce que vous pouvez revenir sur cette entrée du yoga? On va commencer par toi, Bruno. Est-ce que tu peux nous dire un peu les grandes étapes selon toi? Est-ce que tu as des éléments? Alors, je me base pour répondre sur un mémoire que j'ai trouvé très bien fait de quelqu'un qui est venu ici dans la période contre-pied, c'est Amélie Broudissou, qui a fait un mémoire sur l'histoire de la scolarisation du yoga. Et, bon, grosso modo, puisqu'elle n'est pas là, bon, je la cite, dans les revues, alors elle s'est basée sur les revues professionnelles, donc quelques articles très très disséminés des années 50 aux années 70, puis à la fin des années 70, je fais les raccourcis vertigineux, quelque chose d'intéressant, 1978, un réseau qui se crée, enfin, recherche sur le yoga en éducation, dans l'éducation, l'initiative d'une professeure de yoga, Micheline Flack, qui vise à donner une sorte de label, de petite formation pour des gens, pas forcément EPS, des instituteurs à l'époque, des professeurs d'école, des professeurs d'anglais, que sais-je, pour pouvoir proposer du yoga dans le milieu éducatif. Donc c'est un yoga qui a été, comment dire, un peu façonné pour être recevable par l'institution scolaire aussi, ce qui est tactiquement et politiquement assez habile. Donc évidemment, il y a plus de, on évite les non-sanscrits, on évite, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de mantra, ce qu'on appelle les mantras. C'est bon. C'est un yoga qui est vraiment construit sur mesure, si je peux dire, qui fonctionne bien. Et il y a ce réseau fonctionne. Il y a toujours des gens qui se forment actuellement, etc. Donc ça, c'était un point important à mon avis. Ensuite, du côté EPS, je dirais qu'en 2008, il y a eu un article intéressant dans un contre-pied d'un dénommé Quassar, qui dénommait le yoga une activité millénaire de performance et de combat. Ce qui, évidemment, dans le monde du yoga, pouvait surprendre.
puisqu'il était très associé à une pratique douce et féminine, etc., avec tous les clichés qui vont avec. On peut revenir sur la citation, qui en fait était une manière de formuler les choses, c'est-à-dire qu'il y a de l'effort en yoga, le progrès, il y a de la performance, c'est du progrès, mais référé à soi-même, etc., etc. C'est pas non plus un trublion dans le monde du yoga, c'est un professeur de yoga, qui sait très bien ce qu'il raconte. Donc ça, c'est une petite étape supplémentaire. Et puis, maintenant, on est dans une période où beaucoup de professeurs d'EPS qui pratiquent eux-mêmes le yoga commencent à le distiller. Alors, je dis le distiller, c'est pas forcément créer des cycles de yoga, c'est déjà faire des petites relaxations de fin de séance après d'autres activités physiques, d'autres absas. Ça peut être des modes d'échauffement, ça peut être prendre son pouls sans aller chercher, on se ferme les yeux et on sent que ça bat sans avoir besoin de... C'est vraiment par petites touches. Et puis, évidemment, quelques-uns, c'est plus marginal, ont commencé depuis les années 2010 environ, enfin même avant, mais à faire des cycles de yoga. Alors, il y a eu quelques iconoclastes qui ont fait des cycles de yoga en lycée professionnel dans les années 1980, mais ça, ce sont des cas particuliers. Il faudra quand même que dans la soirée, tu reviennes un petit peu sur relaxation, yoga, à quel moment la relaxation est du yoga, sans rentrer dans des définitions très fines, mais je pense que pour nos auditeurs, on a besoin d'y voir un peu plus clair sur est-ce que les activités d'expression sont du yoga, est-ce que la relaxation c'est du yoga, tout est yoga. Voilà, parce que là tu dis prendre son pouls, je savais pas que quand je faisais prendre le pouls aux élèves, si je faisais faire du yoga. Ben non. Mais si tu fais prendre le pouls sans aller le chercher et en les faisant se concentrer, ça peut être se rapprocher d'une branche du yoga qui cherche prioritairement à retourner, à s'intérioriser sur nos sensations, nos ressentis, donc la proprioception et l'interoception pour faire... D'accord, on met un peu en suspens, mais il faudra qu'on revienne un peu là-dessus, Christian, sur l'entrée du yoga à l'école. Oui, alors, il y a des choses qui sont, des faits institutionnels, avec notamment les textes officiels, c'est un peu là-dessus que je voulais intervenir. Dans les années 80 et au moment des programmes collège de 96, il y a dans les textes officiels ce qui s'appelait les interventions pédagogiques particulières. C'est-à-dire c'était des pratiques que pouvaient utiliser les collègues. C'était pas cité, il y en avait il pouvait y avoir tout et n'importe quoi. Le yoga pouvait rentrer là-dedans. D'ailleurs, des gens comme Marcel Coissard que tu as cité tout à l'heure, ils se sont appuyés sans doute sur ces possibilités ouvertes par l'institution, mais c'était pas les pratiques dites officielles de sport ou artistiques. Dans les années 2000, avec les programmes lycées, on a un peu la même chose, sauf que ce type d'activités sont regroupées avec un label centration sur soi, ce qui s'est appelé la composante culturelle numéro 5, puis après, je parle avec des codes, parce que les profs de PS peuvent comprendre, mais pas tous. Donc, il y a un label et il y a une suite d'activités qui rentrent à l'école, mais qui est citée de manière, je dirais, avec des points de suspension, le step, la relaxation, le stretching, etc. Donc ça, c'est dans les années 2000. Et ça perdure un peu comme ça, c'est-à-dire que le yoga a toujours été possible dans le cadre des programmes scolaires, puisque même en 2010, où il y avait une liste finie d'activités préconisées pour l'école, je parle des programmes lycées là, les établissements avaient la possibilité de programmer une activité locale, à condition qu'elle soit validée par le corps d'inspection, mais c'était possible. Donc, il y aurait eu cette possibilité-là. Mais c'est en 2019 que le terme, et le mot, et l'activité en tant que telle apparaît dans la liste des activités enseignables à l'école. Donc voilà, dans l'historique, je dirais que voilà, on est passé de moments où c'était faisable, et c'était des initiés, des collègues attirés par des choses qui tournent autour de tout ce que vous avez décrit sur ce que peut proposer le yoga. Mais officiellement, on peut l'utiliser en tant qu'activité maintenant à programmer un cycle, donc dans le cadre du lycée et du lycée professionnel. Le terme est utilisable et donc il est devenu institutionnel. Il est institutionnalisé au sens strict du terme.
On reviendra sur les certain nombre de problèmes que pose d'ailleurs l'entrée yoga en classe de terminale, puisque Bruno, tu fais partie aussi des personnes qui ont un regard critique sur ce sujet-là. Je rappelle pour nos auditeurs l'article d'Amélie Brodissou. Je ne sais pas si Dominique et Claire, qui suivent les réseaux sociaux et le chat, ont déjà partagé l'article. C'est possible. Ils sont tellement réactifs sur l'histoire yoga qui est dans le dossier contre-pied. Et l'article de Michel Croissard, je pense qu'il doit être en ligne parce que c'était dans le numéro santé, me semble-t-il, ou développement de soi, qui est entretien développement de soi. Donc on vous partagera aussi le lien de l'article. Alors, je voudrais revenir avec ce que tu disais, Mehdi Fraisse, dans l'article que tu fais, normaliser les comportements des élèves par le yoga. Tu dis, dans le début de ton article, sur l'une des deux hypothèses en fait, que tu as réalisées dans ce travail de recherche à partir d'entretiens avec des professeurs des écoles, tu dis justement que la normalisation le yoga est utilisé pour avoir une normalisation des comportements d'élèves inadaptés à l'école du point de vue de la concentration et de l'attention. C'est-à-dire que finalement, le yoga va venir masquer une inégalité ou un non-fonctionnement scolaire, ne remet pas en cause le système et va laisser croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, là où en fait les inégalités ne cessent de croître. Bon, j'ai l'impression de voir d'autres types d'effets, par exemple au baccalauréat aujourd'hui, sur les inégalités filles-garçons, où on nous fait croire que les inégalités se réduisent alors qu'on nous demande simplement d'augmenter les notes des filles pour réduire les inégalités. Bon voilà, il y a une certaine correspondance dans les façons de faire. Est-ce que tu peux revenir sur cette idée quand même qui est forte du point de vue de l'usage qui est fait du yoga à l'école primaire? Alors, oui, donc très clairement, le yoga est utilisé dans un but de pacification d'un ordre scolaire et notamment des classes les plus difficiles et des élèves qui sont les plus éloignés, on va dire, du fonctionnement d'une classe, notamment la gestion des émotions en premier lieu et on va dire les états de concentration qui sont nécessaires à l'apprentissage. Et dans les entretiens qu'on a avec les enseignantes, alors je dis enseignantes parce que on a 100% de femmes de primaire qui mobilisent le yoga. Alors quand je dis yoga, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même pas les postures, c'est utilisé avec les plus grandes classes, c'est principalement des exercices respiratoires. C'est vraiment ça qui est le plus mobilisé, des étirements et de la relaxation, et enfin, en dernier lieu, des postures. Donc, on est vraiment dans l'utilisation. En plus, c'est pas une utilisation chez tous les élèves, pour la plupart du temps. C'est vraiment une utilisation pour les élèves dont les comportements sont jugés néfastes aux apprentissages. Donc, le yoga vient, alors s'ajoute à tout l'arsenal finalement de moyens qu'ont les enseignants à leur disposition pour pacifier cet ordre scolaire. Donc, finalement, on peut dire qu'il y a une inégalité dans l'inégalité. À la fois, tout le monde n'y a pas droit, quelque part, au yoga, et en plus, ça stigmatise quand même des élèves qui sont déjà les plus éloignés, alors pas forcément du savoir scolaire, mais on va dire de la norme scolaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de ce yoga, c'est pas par des personnes qui seraient membres d'un complot qui viserait à instaurer l'individualisation des sociétés. C'est pas ça. Pas ça du tout. C'est-à-dire que c'est quand même des collègues enseignantes du primaire qui se retrouvent seuls face à un climat scolaire qui est parfois particulièrement difficile ou face à des élèves qui relèveraient plus de l'enseignement spécialisé et qui sont gardés dans les classes. Alors on connaît, sans le personnel qui est là pour les aider parce que ce personnel manque partout. Donc ces personnes cherchent des solutions pour pacifier ce climat scolaire. Et une des solutions, c'est le yoga. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces personnes-là choisissent le yoga parce qu'elles sont formées. Et elles sont formées au préalable, c'est-à-dire qu'elles sont toutes professeurs de yoga. Et en plus d'être professeurs de yoga, elles ont toutes suivi la formation du RIE. Donc c'est cet organisme, cette structure de formation qui réfléchit sur le yoga à l'école. Donc
Oui, c'est un outil de pacification d'un ordre scolaire, de normalisation de comportements d'élèves qui sont déjà les plus éloignés de cette norme scolaire, mais c'est réellement un moyen jugé très efficace par ces enseignantes qui essayent par tous les moyens de trouver des solutions seules face à une institution qui souvent leur en donne peu. Alors, je ne sais pas si je peux encore aller plus loin, hein, sur les profils, on y reviendra peut-être plus tard. Peut-être, mais dans ce que tu dis, par rapport au discours de l'institution, l'utilisation du yoga résonne aussi profondément avec la demande de l'institution de former des élèves autonomes et responsables. Et c'est toute une partie dans ton article où tu vas développer cette idée, où tu dis que justement en congruence avec le capitalisme, ça résonne très fortement. Et tu fais l'hypothèse que finalement cet usage du yoga va œuvrer pour devenir entrepreneur de soi-même, et tu empruntes ça à Michel Ehrenberg. Est-ce que tu peux aussi développer cette idée de comment le yoga est utilisé pour répondre à ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, autonomie responsable, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les compétences clés européennes, mais aussi plus largement mondiales? Alors, ça, en fait, bon, on le déduit de cette utilisation du yoga à l'école, mais c'est parce que plutôt que d'essayer de réfléchir sur enfin, d'envisager les problèmes scolaires comme des problèmes structuraux. Donc, de ce que je disais, c'est-à-dire que des écoles qui sont surchargées, un enseignement spécialisé qui fonctionne avec très peu de moyens, donc des élèves qui sont gardés au sein de classes surchargées, donc qui relèveraient de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire avec à la fois un cursus adapté et des gens formés. Du coup, ces inégalités structurelles que l'institution devrait prendre en charge, elles sont laissées alors à la charge des enseignantes, mais aussi à la charge des individus eux-mêmes. C'est-à-dire que ces élèves qui arrivent déjà à l'école, on va dire, avec un certain déficit par rapport à cette norme scolaire, ben, plutôt que de travailler sur l'école, on va travailler sur le petit garçon ou la petite fille, en fait. Et on va lui montrer que, grâce notamment au yoga, il ou elle va trouver en soi les moyens de se taire, de pouvoir être plus calme, de pouvoir être plus concentré, parce que c'est principalement la concentration. Et ce que cherche aussi à faire l'école, c'est à donner ces moyens très tôt pour pouvoir les utiliser plus tard, mais aussi c'est une forme de presque de projet politique, c'est-à-dire de travailler très tôt cette idée que les institutions vont se désengager progressivement et ça va être à l'individu de travailler très précocement tout ça. Et moi, alors là-dedans, hein, moi aussi, je suis très frileuse par rapport à toutes ces éducations à la santé qu'on fait depuis tout petit. Parce que, in fine, si finalement vous fumez à l'adolescence et que vous avez un cancer à l'âge adulte, eh ben, vous allez vous-même payer vos soins puisque vous n'avez pas suffisamment appris à les bonnes habitudes de santé. Et en fait, l'histoire du yoga à l'école, on est un peu là-dedans. Donc, l'échec scolaire serait dû non pas à des problèmes structuraux, hein, d'inégalité de rapport au savoir que on démontre très bien depuis les études de Pierre Bourdieu, hein, à la fin des années 70 et des années 80, mais parce que les élèves ne trouveraient pas en eux les ressources pour. Et le RIG, donc Micheline Flack, hein, elle a d'ailleurs, dans son ouvrage, et elle introduisait les sessions du RIG avec un vieux conte indien, hein, où elle expliquait un homme bande ses pieds de peau de bête afin d'atteindre plus rapidement la montagne sacrée et surprend ainsi le Maharaja, ayant à son service une nuée de serviteurs pour des résultats bien moindres. Donc elle développe l'idée qu'il est sage, celui qui parvient à se servir efficacement des ressources qui sont en lui pour faire face aux agressions de l'existence. Et c'est ainsi que le yoga nous donnera les chances d'arriver dans de meilleures conditions au but fixé, la réussite de notre vie. Merci Mélie pour ce discours décapant. Zineb, pour toi, tu es comme un poisson dans l'eau en regardant ce qui se passe du côté de l'école. Ça vient vraiment résonner avec tout ton travail que tu as pu mener.
Bah oui, tout à fait. De ce que décrivait Mélie, je le retrouvais vraiment sur cette question. Il n'y a pas de grand complot. Je pensais à ta question sur le New Age. C'est pareil, il y a les praticiens et les praticiennes New Age qui gravitent dans ce milieu-là, en tout cas, ou du bien-être, ou du yoga. Ce sont pas des personnes malveillantes Enfin, il y a des charlatans, évidemment, comme dans tous les milieux, mais pour la plupart, c'est des personnes qui vont avoir à cœur, en fait, d'apporter un mieux-être aux personnes qui viennent les voir. Et de même, les personnes qui vont se tourner vers ces pratiques de bien-être, finalement, elles en arrivent là aussi parce qu'elles ne voient pas d'autres... remède quelque part. C'est un philosophe qui s'appelle Thomas Luckmann qui dit finalement on est passé des grandes transcendances, les religions, aux moyennes transcendances, les politiques, aux micro-transcendances qui sont l'individu. Et en fait, si on se tourne vers ces pratiques-là à un moment donné, c'est aussi parce que on ne voit pas vers quoi d'autre se tourner. C'est-à-dire que le politique répond plus efficacement quelque part à nos espoirs de vie meilleure. Donc du coup, on se dit qu'est-ce qui me reste à portée de main? Je vais faire du yoga, je vais faire du pilate, je vais, je sais pas, avoir recours à la lithothérapie, etc. Et c'est des choses qui sont pas encore vraiment documentées à ma connaissance, en tout cas aujourd'hui en France. Mais moi, je serais très intéressée de voir, par exemple, tu parlais de la floraison des pratiques et des thérapies, entre guillemets, New Age, vers chez toi. Je me pose sincèrement la question de la superposition qu'il pourrait y avoir entre les déserts médicaux, par exemple, et la floraison des pratiques, justement, on va dire, qui s'assimilent à des thérapies et qui sont en dehors des parcours, on va dire, médicaux conventionnels. Et je me demande à quel point aussi on se tourne pas vers ces pratiques-là parce que on n'a pas d'autres ressources. Comme les enseignantes vont se tourner vers le yoga parce que elles ne savent plus vers quoi se tourner pour pouvoir finalement avoir un climat, je sais plus quel est le terme consacré, mais un climat de classe apaisé. Et c'est pareil, les gens ne savent peut-être plus aussi vers quoi se tourner pour avoir tout simplement une vie meilleure, et ça devient le dernier recours. Le plus évident, c'est mon corps, c'est ma santé, etc. Et ce que dit Mélie aussi sur l'introduction du yoga à l'école, ça me fait penser à un livre qui s'appelle Le syndrome du bien-être, qui a été écrit par Andrew Spicer et Carl Söderström. Je pense que j'écorche un peu leur nom, mais je sais plus. Suédois. Oui, c'est exactement ça. C'est 2 Suédois, et je sais plus à quel pays ils font référence, mais ils parlent de contrats santé. Je suis pas sûre, c'est en Suède, je sais plus si c'est en Suède aussi, ou en Angleterre, je sais plus. En tout cas, ils parlent de certaines universités qui ont mis en place des contrats santé avec certains de leurs étudiants, où en gros, je crois qu'ils ont une forme de réduction de leurs frais de scolarité s'ils s'engagent à faire X pas par semaine, à faire tant d'activités physiques, à manger ceci, cela, à pratiquer ceci et à ne pas fumer, etc. Donc, où on est vraiment sur un contrat, on assiste un peu à l'extrême peut-être de ce que tu décris, Mélie, où là c'est contractualisé et voilà, et c'est quelque chose Ils ont décrit une dérive justement de l'éducation physique à des finalités de santé et les conséquences qu'il y a en termes de réduction du temps d'éducation physique globalement en Suède. Donc il y a un article, je ne sais plus dans quel endroit, mais ils ont bien parlé de ça. Alors Christian, j'entends le yoga qui pénètre au sein de la société, de l'école. Qu'est-ce que nous dit finalement l'usage du yoga par les profs d'EPS? Ça dit quoi le yoga de l'EPS? Moi, de mon point de vue, c'est la question, c'est une bonne question de dire qu'est-ce que ça nous dit de l'EPS, parce que moi je suis pas capable de parler de yoga, je suis pas spécialiste de la question, même si j'ai quelques idées et quelques pratiques, mais en tout cas voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors quand il y a eu l'introduction du yoga dans le programme lycée, on a pris la décision au Centre EPS Société de faire un dossier. Bruno a participé à la coordination, et on a voulu creuser un petit peu ce que ça disait, ce que ça voulait dire, etc. Et en fait, en interrogeant à la fois des chercheurs, mais aussi des profs de PS, une dizaine à peu près, on s'est rendu compte de problèmes, et en tout cas et parfois de paradoxes qui étaient assez étonnants, mais pour certains assez logiques. Alors il faut rappeler qu'en EPS, le yoga, il rentre dans une catégorie d'activité qui s'appelle aujourd'hui le champ d'apprentissage numéro 5. Dans ce champ d'apprentissage, il y a plein d'activités, mais sa préoccupation de la définition, c'est la centration sur soi, savoir s'entraîner, et évidemment, cette logique-là, la visée, c'est pour plus tard. C'est pas
pas tellement pour aujourd'hui, et c'est pour plus tard. Ce qui fait que les pratiques d'ici et maintenant en classe, finalement, elles sont minorées au point que certains disent que les activités physiques, sportives, artistiques, et plus largement d'un certain nombre d'activités qui ne rentrent pas dans ces cases-là, sont des prétextes à la pratique de l'éducation physique. C'est même pas un support, même plus un support, on a connu ça dans notre histoire, c'est un prétexte, c'est-à-dire que c'est là, mais en fait, c'est pas ça qui nous intéresse. Et là, évidemment, ça nous pose un problème, parce que quand on rapporte ça à la fonction de l'école, c'est-à-dire, la fonction de l'école, c'est de faire en sorte que les élèves apprennent. Donc, du coup, ils apprennent quoi? Ils vont apprendre des choses un peu méthodologiques sur comment il faudrait se comporter, comment, etc., etc. Et du coup, je dirais des choses qui peuvent paraître basiques, comme par exemple le rapport à son propre corps dans une activité exigeante, parce que, a priori, ça l'est, eh bien, finalement, dans les progrès, dans les apprentissages, du point de vue du résultat, c'est très peu pris en compte. Donc, finalement, les élèves, ils vont progresser sur quoi? Alors, bon, ça, c'est un paradoxe enfin, le paradoxe plutôt vient du fait que quand on lit les justifications de l'entrée du yoga par l'institution, quand on lit ça sur Internet, sur le site du ministère, etc., ben, qu'est-ce qui est mis en avant en premier? C'est une activité culturelle millénaire, c'est une activité sociale en expansion, etc. C'est-à-dire que les mêmes qui rejettent l'activité comme étant le cœur de ce qu'il faut apprendre, eh bien, quand il s'agit de justifier l'entrée du yoga en EPS, finalement, ils vont dire, bah oui, mais c'est culturel, etc. Alors ça m'a sauté aux yeux en réalisant ce dossier-là. Il y a un deuxième problème quand même qui est lié à ce que je viens de dire, mais qui est comment on choisit des activités qui sont légitimement scolaires. Et ça, il y a une interrogation dans l'histoire de l'EPS, c'est une grande interrogation. Il n'y a pas de... Voilà, là, en l'occurrence, qui a décidé que le yoga... Enfin, ça a été validé par le politique, puisque c'est le ministère qui accepte ou pas. Mais voilà, pourquoi le yoga? Dans le même temps que le yoga, on avait... Les propositions du groupe d'experts du CSP avaient proposé les danses de duo de salon, par exemple. Voilà, ça n'a pas été retenu, mais le yoga a été retenu. Bon, voilà. Donc, comment ça se passe ça à partir de quel travail collectif, etc. Tout ça, c'est problématique. Et avec une autre chose qui m'apparaît problématique, c'est que finalement, officiellement, donc apparaît une activité sur laquelle il n'y a ni formation initiale des enseignants, ni formation continue au moment où ça s'est fait, il y en a eu par la suite, mais ça s'est... Voilà. Et surtout, pas de consensus ou de travail commun sur ce qu'on appelle une didactisation de l'activité. C'est-à-dire sur quoi ça débouche. Qu'est-ce qu'on retient comme étant les éléments fondamentaux à faire apprendre, à faire travailler aux élèves, etc., etc. Alors, évidemment, ça s'appuie, et donc après l'introduction du yoga, le ministère il fait appel à des collègues qui sont des spécialistes de l'activité. Donc c'est des gens qui sont de bonne volonté, qui sont des spécialistes. Ils font pas n'importe quoi. Mais voilà, c'est à un moment donné que des propositions plus ou moins individuelles qui après deviennent finalement comme une forme de référence. Donc il y a un souci en EPS. Mais le yoga n'est qu'un exemple de ce type de souci, de la façon dont aujourd'hui ça se passe. Et bon, donc je me dis que voilà, ça démontre que chez nous, en tout cas, que je me place du point de vue du ministère, on accepte des choses qu'on n'accepterait probablement pas dans d'autres disciplines. C'est ce côté un peu spontané, parce que quelques personnes sont intéressées pas. Je remets pas du tout en cause la qualité de ces personnes-là et de l'intérêt même du yoga. On en dira peut-être quelques mots. Et puis, dernier point, justement, avec des gens, après discussion avec des gens qui l'enseignent. Alors, comme disait Bruno tout à l'heure, beaucoup utilisaient le yoga dans une autre activité en échauffement où on va démarrer, on se concentre, salutations au soleil, machin, compagnie, et puis à la fin on va faire un peu de respiration et pour se relaxer, etc. Donc ça existait, ça existe toujours, mais finalement quand
quand j'ai posé des questions, par exemple, sur le côté spirituel, etc., comment vous prenez en compte cet aspect-là, comment c'est ah non, mais ça, on s'en occupe pas, etc. Et, in fine, on en revient alors à ce qui se disait, ce qui s'est dit plusieurs fois ici, hein, c'est-à-dire que, finalement, ce qui reste, c'est quoi? C'est les postures, la respiration et une forme de relaxation. Voilà. Quand on regarde les propositions concrètes qui peuvent être faites, et quand on dépouille un peu les choses, finalement, il reste ça. Et donc, moi, je pense que pour une part, c'est une forme de dénaturation de l'esprit, je dirais, du yoga, mais en même temps, scolairement, c'est plus acceptable, et surtout, ça va faire en sorte que des collègues vont pouvoir rentrer dedans, même s'ils ne sont pas spécialistes. Ils vont se dire, ah oui, telle posture, ah ouais, d'accord, je comprends, là tu étires le machin, là tu mets en tension le machin, les antagonistes, et ci et ça. Et donc ils vont se dire, ah ouais, c'est faisable. Mais est-ce qu'on fait du yoga quand on fait ça? Et du coup, alors on me dira, on peut poser cette question-là sur d'autres activités, mais nous on la pose systématiquement. C'est-à-dire, est-ce que quand on fait du handball à l'école, on fait du handball? Voilà. Parfait. Moi, c'est moi l'animateur, je ne pose pas à poser les questions au bout de ma place. Mais ça tombe bien parce que c'est exactement la question que je vais te poser. Si je fais des postures et que je demande aux élèves de respirer, est-ce que je fais du yoga? C'est quoi le noyau central de cette activité? Comment on peut la définir? Alors, t'as pas 2 heures. Hein. J'ai listé 7 points. Voilà. De ce qui serait constitué. Alors, quel est l'enjeu originel du yoga qui est à la base des 41 courants du yoga que j'ai répertoriés il y a 5-6 ans? Enfin bon. Tous se réfèrent plus ou moins à un texte qui a 1500 ans, 1600 ans, qui dit que l'enjeu principal du yoga, c'est d'apaiser, de calmer le petit train qui tourne là-haut chez tout le monde. Il y a de la souffrance, il y a des angoisses, il y a des craintes, et notre cerveau, il tourne. On est fait comme ça, on est homo sapiens, on s'est structuré, on tourne, ça tourbillonne tout le temps. Donc le but, c'est de calmer le jeu. Toutes les techniques, tous les autres outils qu'on a dans le yoga sont subordonnés à l'atteinte de ce but, sont des moyens pour ce but ultime. Alors après, est-ce qu'il faut retenir, compte tenu de ce qu'on a dit tout au début de la soirée, sur l'évolution du yoga contemporain, c'est peut-être plus le yoga des origines. Mais néanmoins, tous les courants du yoga actuels, plus ou moins, se réfèrent à cet enjeu qui est le chapeau ultime qu'on vise. Alors maintenant, qu'est-ce qui est, du point de vue culturel? Le yoga, par essence, dans tous les textes traditionnels, est une pratique holistique. Je vais vite, je liste les points. Une pratique holistique. D'ailleurs, yog, la racine du mot, c'est union, unité. Le yoga est, par rapport à d'autres activités, d'autres apsas, une pratique d'intériorité. Qu'on grimpe à une paroi, qu'on fasse un match de hand, on est toujours en lien, qu'on essaye de sauter plus loin et de courir plus vite, on est toujours en lien avec un environnement matériel, physique et humain. Là, un tapis et tout seul. Donc, une pratique d'intériorité prioritairement. Troisième caractéristique, c'est une méditation en acte. C'est-à-dire que, si on le pense, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de la posture, peut-être du souffle, mais toujours le mental est centré, et à un moment ou à un autre, on finit par être un peu observateur distancié de soi-même. Quatrième point, le progrès en yoga est référé uniquement à soi-même. On ne se préoccupe pas de son voisin. C'est nous l'unique référence. Cinquièmement, dans le yoga, contrairement à certaines idées reçues, il y a une dialectique effort-plaisir. Alors peut-être le plaisir du ressenti immédiat de la posture, il y a plein de ressentis que je pourrais évoquer après, des exemples pour donner des pistes, mais il y a aussi de l'effort en yoga. On peut concevoir, je ne parle pas de yoga thérapie pour des publics adaptés, je parle du yoga tel qu'on peut le pratiquer, et avec plus ou moins selon les courants du yoga. Enfin, 2 points, le souffle est le mode d'entrée privilégié. C'est vraiment central. On verra peut-être après. Pourquoi la respiration. Oui, enfin, on verra après. Peut-être on reviendra là-dessus. Mais le fait d'avoir une conscience du souffle, c'est un élément déterminant. Enfin, le yoga se vit ici et maintenant. C'est-à-dire que dans toute pratique de yoga, l'idée c'est que le mental soit sur soi et sur ce qu'on fait à l'instant présent, et pas en train de se dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, voilà. C'est vraiment une centration dans l'instant. Alors ça sera un noyau dur culturel,
certainement d'autres points. Mais pour revenir au bac et au yoga scolaire, la difficulté, si on dit que dans le cœur du yoga, il y a de l'intériorité, que dans le cœur du yoga, il y a que se passe-t-il là-haut, comment on peut noter, comment on peut objectiver des transformations à partir du moment où on est sur ce registre-là. C'est un deuxième point de difficulté. Troisième point de difficulté, je prends quelques éléments que j'ai trouvés rapidement. Hein. Le yoga au baccalauréat, bon, pour faire rapide, l'élève doit s'analyser, puis à partir de cette analyse, choisir un objectif parmi trois, enfin une direction, s'équilibrer, s'apaiser ou se dynamiser. Et pour cela, il construit une petite trame avec des techniques de ce qu'il a vu pendant son cycle de yoga. Alors là, je me permets une digression. Moi, je trouve ça extrêmement ambitieux. On utilise ce genre de petits scénarios là à monter. C'est ce qu'on trouve après certaines formations de profs de yoga au bout de 3 années, 4 années, des certains week-ends. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres formules. Mais disons que ça fait partie. Alors, au bout de 20 heures pour des élèves, je suis assez prudent. 20 heures au mieux. Au mieux, oui, enfin voilà, en comptant large, je ne veux pas être taxé, voilà, donc 20 heures. Mais oui, on est d'accord. J'ai des étudiants en STAPS, en deuxième année, donc des terminales légèrement améliorées, pour lesquels j'ai 20 heures de pratique, 6 heures de théorie. Je n'ai même pas imaginé demander ça. Donc je pense que ça va être du bricolage. Alors on peut peut-être faire semblant, mais ça devient ce qu'on appelait, à une époque pas si lointaine, le formalisme finalement. C'est-à-dire on va mettre des outils, plaquer des outils sur des scénarios et bon. Alors je demande ce genre de choses à des étudiants de spécialité qui ont eu L2, L3, 4 semestres, donc qui totalisent 100 heures de pratique et 60 heures de théorie. Sur 2 années complètes, oui, les 3e années, en fin de ce cursus-là, je peux demander ce genre de choses. Parce qu'ils ont aussi une culture STAPS. Une ambition importante pour le yoga. Moi, je trouve que la barre est très haute. Je trouve qu'elle est très haute, ou alors on fait du Canada Dry de yoga. Ouais. Zineb, quand j'entends les différents indicateurs que donne Bruno, on a quand même beaucoup de choses qui sont tournées vers soi, sur soi, une intériorité sur soi, dans l'ici et maintenant. Alors je me demande comment c'est possible, puisque toi tu es prof de yoga, avec ces éléments-là, que tu puisses les articuler avec ta volonté, on va dire, ce qui t'anime, c'est-à-dire ta volonté d'émanciper les individus et d'agir dans cette société profondément inégalitaire. Comment tu fais parce que pour agir dans la société, il faut quand même sortir de soi, aller vers les autres. Donc, comment tu articules ça dans tes cours de yoga? Je pense que moi, je n'ambitionne pas que le yoga lui-même, finalement, on donne trop d'importance à ce que le yoga peut faire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que dire que le yoga va nous permettre finalement de réussir notre vie, c'est illusoire, et penser qu'à l'inverse, le yoga va être une source d'émancipation collective, c'est aussi complètement illusoire. Donc moi, la première chose que je dis dans mon bouquin, c'est justement remettre un peu le yoga à sa place. C'est-à-dire que c'est une pratique de bien-être, et finalement, c'est génial, les pratiques de bien-être. Si on est dans un monde où tout va bien, qui n'a pas envie de faire des pratiques de bien-être? C'est super, tout le monde a envie d'aller au spa. Enfin, je sais pas si tout le monde a envie d'aller au spa, mais voilà, c'est des pratiques qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Et le yoga, effectivement, avec cette dimension d'intériorité. Et moi, c'est ce qui me fait aussi peut-être un peu tiquer sur la présence du yoga en milieu scolaire, c'est la dimension volontaire. On s'engage dans un cheminement et on le fait de façon volontaire. Et cette volonté de s'intérioriser, pour moi, elle ne peut pas être imposée ou décrétée, et elle n'est pas forcément, on va dire, intéressante pour tout le monde, pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas, voilà, moi, la première chose, c'est déjà remettre le yoga à sa place. C'est-à-dire que c'est une pratique qui nous offre des espaces de respiration. C'est une pratique qui nous offre des espaces où on va se mettre en retrait justement d'une société par exemple consumériste. S'intérioriser, ça ne veut pas dire, souvent on le voit un peu comme une pratique un peu nombriliste, de je me regarde moi-même, moi Zineb, comment je suis à cet instant T, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, etc. etc. Un peu de regard tout le temps tourné vers son soi avec un petit S, sa personnalité, son ego. Historiquement, le yoga, c'est une pratique qui vise à retourner le regard vers l'intérieur, mais dans les traditions indiennes, il y a cette idée qu'à l'intérieur de chacun, il y a une part d'universel.
Et ça aussi, c'est une deuxième chose qui me fait tiquer, on va dire, dans la présence du yoga à l'école, c'est que, et Bruno l'a dit en tout début de cette émission, le yoga, il a une dimension fortement religieuse initialement, et même si on dépouille, qu'on le technicise, malgré tout, cette dimension quelque part spirituelle, pour moi, elle reste quand même là en trame de fond, et du coup, sa place à l'école me questionne d'une manière ou d'une autre. Et du coup, voilà, bref, c'est un cheminement personnel. Après, sur la question de comment est-ce que le yoga peut devenir plutôt une pratique d'émancipation plutôt qu'une pratique finalement qui nous aide à endurer voilà, les difficultés, les exigences du système capitaliste, je pense que le sport, il a aussi cette histoire-là, c'est-à-dire une histoire de normalisation. On voit bien, enfin, je suis pas du tout spécialiste du sport, mais on sait que le sport, c'est un outil de contrôle social, notamment je pense au quartier populaire, ça l'a été en entreprise, etc. Pour le yoga, c'est un peu pareil. En fait, il y a une dimension qui peut être effectivement voilà, comme une forme de soumission, entre guillemets, à cet ordre social, qu'on s'en rende compte ou pas. Et après, dans cette dimension, effectivement, de ralentissement, dans sa dimension, par exemple, la méditation, il n'y a rien de moins consumériste que la méditation, c'est-à-dire qu'il faut s'asseoir, fermer les yeux, on n'a besoin de rien, et on tourne le regard vers l'intérieur, on observe ce qui se passe. C'est une dimension très contemplative. Dans une société où notre valeur, elle est vachement fondée sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'accomplis, qu'est-ce que je possède aussi. Le yoga, c'est une voie voilà, qui peut être aussi une voie de sobriété, qui est une voie de contemplation, qui est une voie où on nous enjoint, par exemple dans les cours de yoga, il y a des cours de yoga aujourd'hui qui sont très sportifs, avec une dimension de dépassement de soi, ça existe. Il y a des cours de yoga qui vont être très intenses physiquement, mais pour autant, l'accent ne va pas être mis sur l'accomplissement de telle ou telle posture, mais plutôt sur l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute de ses limites, ne pas aller trop loin. Ça reste aussi des espaces où il y a une forme, tu parlais du care tout à l'heure, oui, c'est des espaces de care en fait. Donc la question va aussi beaucoup se poser, on a parlé très brièvement de la question de la formation à l'enseignement du yoga. Je pense qu'on n'est pas suffisamment, nous, professeurs de yoga, formés aux questions de pédagogie. C'est-à-dire, pour moi, la question de la pédagogie, elle est très importante. Qu'est-ce que je dis aux personnes qui sont présentes à mes cours? Est-ce que je leur dis justement qu'on va faire du yoga, je caricature volontairement, mais voilà, pour les fesses, pour avoir un beau corps avant, parce que ça existe, des cours de yoga spécialisés en sur musculation, c'est tout à fait classique ce que tu dis. Hein. Complètement, Ouais. complètement. Et en yoga, on va avoir ce marketing du yoga voilà, qui va tourner les cours en fonction de bénéfices immédiats, parfois directement esthétiques. Est-ce que c'est ça que je vais valoriser dans le yoga, ou est-ce que je vais valoriser plutôt justement un accueil, je ne sais pas, de tous les corps? Est-ce que je vais plutôt valoriser une forme de progression personnelle, de connaissance de ses limites, ou est-ce que je vais valoriser justement un dépassement de ses limites, enfin je sais pas, on sait bien qu'aussi plein de sportifs très intenses, qui font du sport de façon très intensive, c'est pas bon pour le corps, c'est quelque chose qui use aussi le corps. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut aller chercher dans les voies du yoga qui sont pour moi profondément soulageantes pour l'individu. Et il y a une chose moi que je trouve quand même assez soulageante dans le yoga, c'est justement ce recul qu'on nous invite à prendre par rapport à ce qu'on appelle l'ego dans le yoga. C'est-à-dire que si on lit tous les anciens textes de yoga, ils nous disent se détacher du moi je mien. Et aujourd'hui, on se dit comment on en est arrivé à une pratique qui peut exalter le moi je mien, moi comme plus productive, moi comme plus efficace, moi comme la meilleure version de moi-même, alors que tous les textes anciens de yoga nous disent il faut se détacher du moi je mien. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très fondamentalement spirituel ou philosophique. Voilà, donc c'est une démarche qui, à mon sens, ne peut venir que d'un départ personnel, d'une invitation personnelle. Mais en tout cas, pour moi, le yoga ne sauvera pas le monde, mais on peut enseigner le yoga de manière à ce qu'il ne serve pas finalement les exigences du système capitaliste, pour le dire autrement. Merci Zineb. Bruno, toi, qu'est-ce que tu fais avec tes étudiants en yoga sur les premiers cours? Tu rentres comment dans le yoga par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Alors, je rentre... Là, je parle vraiment plutôt côté pratique. Est-ce que tu peux nous donner quelques images? Alors Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Après, on invitera les collègues qui ont envie de poursuivre, et bien peut-être à rejoindre pour faire le DU à Nancy, pour approfondir. Voilà. C'est plutôt ciblé yoga santé, le DU. Mais bon. Pédagogiquement, je rentre sur le premier cours. Je zoome vraiment, j'essaie de faire comprendre que le yoga, c'est
un univers intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est plus en prise avec l'environnement, qu'il va falloir se centrer. Et je passe mon temps inlassablement et tout aussi sereinement, même si c'est la 20e fois que je le dis dans la séance, ils sont en train de faire une posture, ils sont en train de faire une technique. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de penser à autre chose. Ramenez sur le souffle, ramenez sur votre jambe droite, ramenez sur ce qui travaille dans... C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est... et ça avance, c'est long, ça. C'est un travail de longue haleine. Mais ça fonctionne bien. Le yoga, j'essaye aussi de voir avec mes étudiants, de leur faire apprendre ou comprendre ce que sont... Alors là, je vais dans du pratique, on va récupérer quelques collègues là maintenant, je pense, qui nous écoutent, qui se disent, mais finalement, est-ce que le yoga a du sens par exemple, leur faire comprendre l'intérêt des 4 fantastiques. Alors les 4 fantastiques sont le diaphragme, le périnée, le transverse et les paravertébraux. Ce sont 4 groupes musculaires, il y en a évidemment d'autres, hein, rajouter le psoas, mais disons, c'est vraiment 4 muscles dont les étudiants n'entendent pas parler dans les cours d'anatomie et de physiologie pendant tout le cursus STAPS. Oui, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, de manière marginale. Donc, eh bien oui, à un moment donné, prise de conscience, début de séance, allongez-vous, couvrez-vous. Allez, aujourd'hui on va travailler le périnée. Alors bon, évidemment, au début, j'ai 1 ou 2 garçons parfois qui m'ont demandé, c'est la région autour du nez. Bon, après, rapidement, bon, quand même, ça y est, maintenant, il y a une culture générale qui s'est diffusée, mais j'explique, et voilà, et on contracte lentement, intensément, on contracte à l'intérieur, on contracte à l'extérieur, et allons-y. Alors, ça, pour eux, c'est un univers qui s'ouvre. Et puis, quelle sensation. Après, le diaphragme, même chose. Est-ce qu'on peut arriver à aspirer son diaphragme? Alors, le fitness a repris, c'est une technique du yoga qui s'appelle la rétraction abdominale, où on expire à fond, et puis on ouvre la cage thoracique, évidemment. On allonge notre diaphragme, comme ça. Il s'étire doucement vers le haut, par dépression. Et donc, des techniques comme ça sont des manières de mettre l'étudiant de manière à la fois motivante, parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il faut que ça les accroche, que ça les interpelle, et ça peut se faire en lycée évidemment, ça, ou en collège, mais ce sont des techniques, vraiment on va au cœur de nous-mêmes. Et puis bon, alors les paravertébraux, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais on comprend bien l'intérêt d'avoir une colonne vertébrale qui à la fois soit souple, mais à la fois soit costaud. Et je fais aussi le tri dans mon groupe, en disant voilà, au bout de 5 postures, j'ai tout de suite vu, hein, quels sont les hyperlaxes de service. Parce que le prof de yoga, il fait parfaitement son affaire des gens raides. Donc excusez-moi les collègues qui écoutent, qui sont footballeurs, mais statistiquement, vous n'êtes pas les mieux armés quand vous arrivez dans un cours de yoga pour le postural. Mais ils sont aussi bien armés que les autres pour tout ce qui n'est pas postural. Mais donc, oui, on sait faire avec un raid. Mais il y a beaucoup de profs de yoga, et peut-être, voilà, quand on n'est pas formé, qui vont beaucoup trop loin dans les postures. Quelqu'un qui est hyperlaxe, le problème, c'est de lui renforcer les muscles périarticulaires, parce que sinon, il a des genoux en récurvatum, il a des bras, vous savez, ces bras des filles qui sont capables, moi je suis absolument incapable, de rapprocher les coudes avec des bras tendus, qui ont des hyperlaxités, etc. Et ça, les épaules, dans des postures, comme le chien tête en bas, pour ceux qui connaissent un peu, où on voit des corps complètement incurvés. Donc, il y a quelque chose de dramatique, et en plus en lycée ou en collège, on va toucher des adolescentes et des adolescents, et je dis adolescentes souvent parce qu'au niveau hormonal, il y a un petit peu plus quand même les oestrogènes favorisent quand même un peu la laxité, et donc, de ce fait, le yoga peut présenter des risques. Donc, il faut juste les circonscrire, il faut juste peut-être effectivement se bagarrer pour un peu de yoga en formation initiale, un peu de yoga en formation continue, si on veut arriver à ce qui devienne une pratique qui fasse sens dans l'enseignement secondaire, on va dire, pour le moment. Merci beaucoup à tous les 4, merci beaucoup à Amélie Fraisse, Ziem Facile, Christian Couturier et Bruno Hilton de nous avoir partagé à la fois vos pratiques, vos regards sans concession, hein, vos regards politiques, sociologiques, sur le yoga à l'école, ses travers, en essayant aussi de montrer qu'il peut être un outil intéressant, hein, pas pour transformer le monde, mais en tout cas pour au moins contribuer à y penser soi-même, le temps d'un instant, peut-être. Peut-être que nous aussi on a joué notre fonction ce soir,
dans cette accélération permanente en essayant de se recentrer pour tous les collègues qui ont pris le temps de rester avec nous 1h30, d'écouter. Nous vous invitons aussi à la partager, cette soirée de l'EPS, sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit visible et qu'on puisse continuer à organiser ces soirées de l'éducation physique et sportive. Alors, pour continuer peut-être des moments de pause, la lecture est toujours intéressante de ce point de vue-là. Et je voudrais vous partager 3 livres que j'ai découverts cet été, qui sont 3 sujets, finalement 3 BD, mais qui ont une fonction d'éducation, je considère, pour un grand nombre d'entre nous qui ne connaissent pas ce sujet-là, et de nous aider à éclairer des sujets qui sont peu connus. La première, de Alex Garin, aux éditions Lombard en 2024, s'appelle Impénétrable. C'est un roman graphique dans lequel Alex Garin raconte son combat intime contre le vaginisme, un trouble sexuel qui rend la pénétration impossible. Pendant 2 ans, elle a dû apprendre à écouter son corps et à retrouver le désir. Un récit sensible qui affronte des injonctions et des normes sociales. Une réflexion sur l'amour, le couple et le rapport au désir. Ce récit dépasse les questions intimes pour nous inviter à réfléchir à ce que signifie être ensemble dans une société qui valorise la performance et dépasse sous silence la douleur dans les relations sexuelles. Un témoignage graphique fort. Un deuxième livre, Coming In, de Élodie Font, pour les textes de Carole Morel, pour les illustrations aux éditions Payot en 2023. Dans Coming In, Élodie Font retrace les longues années de son adolescence à la trentaine qu'il lui a fallu pour accepter son homosexualité. Avec humour et sensibilité, elle partage ses pensées d'hier et ses réflexions d'aujourd'hui, mises en image par le trait poétique de Carole Morel. Ce récit autobiographique met en lumière des difficultés d'acceptation de soi dans une société encore marquée par l'hétéronormativité. Un ouvrage essentiel notamment pour les jeunes en quête d'identité et une lecture précieuse pour les enseignants qui souhaitent mieux comprendre les enjeux liés à l'orientation sexuelle, au mal-être adolescent. N'oublions pas que ces années, entravées par les normes sociales, sont encore responsables du suicide de nombreux jeunes. Le dernier, Il est où le patron? Chronique de paysannes, de mode bénézite et les paysannes polaires, aux éditions Marabule. Un regard sans concession de mode bénézite sur le sexisme ordinaire dans le monde paysan. Ce récit nous invite à chausser les lunettes du féminisme pour observer en images et en mots toutes ces petites remarques sexistes qui jalonnent le quotidien des femmes agricultrices. Le coup de crayon de l'autrice illustre avec justesse le combat pour l'égalité mené par 5 femmes paysannes. À découvrir absolument. Voilà 3 beaux cadeaux à faire pour les fêtes de Noël. Merci à toutes et à tous. À bientôt pour une prochaine soirée de l'éducation physique et sportive. Ça veut dire quoi EPS? Physique et sportive. Physique et sportive.